Onesphore Sematumba, bonjour. Bonjour. Dans le conflit qui oppose l'armée congolaise à la rébellion du M23, un cessez-le-feu doit prendre effet ce dimanche à minuit. Peut-il être respecté selon vous? Le passé ne pousse pas forcément à l'optimisme, hein. En effet, le passé ne pousse pas vraiment à l'optimisme. D'abord parce que ce n'est pas le premier cessez-le-feu qui est négocié. Pour la petite histoire, le cessez-le-feu convenu va commencer le 4 août, c'est-à-dire le lendemain de la fin d'une trêve qui a été négociée par les États-Unis et qui n'a pas été respectée non plus. Donc, je ne pense pas que cette fois-ci soit la bonne. Pour quelle autre raison doutez-vous du respect de ce cessez-le-feu? J'ai plusieurs doutes. Voyez-vous, d'abord, en voyant les comptes rendus, je pense qu'il laisse des brèches pour l'éventuelle violation de ce cessez-le-feu-là. J'ai parcouru le communiqué. Par exemple, nulle part il n'est fait mention du M23. Et donc, le communiqué reste assez évasif. On parle des parties au conflit qui doivent cesser les combats, mais on ne nomme pas les entités qui sont défaites sur le terrain militaire. Donc, cela fait qu'il y a risque, par exemple, que le M23 refuse de s'intégrer dans un cessez-le-feu dont il ne fait pas partie. Et de l'autre côté, on sait aussi que plusieurs fois, du côté du gouvernement de Kinshasa, il y a eu violation de ce cessez-le-feu, mais que l'armée a communiqué en disant que c'était les patriotes Ouazalendo, ces jeunes des groupes armés, qui guerroyaient contre le M23 et non pas l'armée. Donc, de part et d'autre, on a des sortes de brèches qui pourraient faire que le cessez-le-feu soit violé tout en ayant l'air d'être respecté. Qu'est-ce qui va différencier concrètement ce cessez-le-feu de la trêve humanitaire actuellement en cours? J'aimerais bien le savoir. Parce que cette trêve qui va se terminer le 3, négociée par les Américains, était essentiellement humanitaire. Alors la particularité de ce cessez-le-feu, c'est qu'il n'est pas limité dans le temps et que donc il est supposé être le point de départ d'un processus plus long de désescalade, comme ils disent. Mais encore une fois, ça c'est à voir. L'annonce de ce cessez-le-feu est tout de même une avancée, hein. À quoi est-ce qu'elle est due, selon vous, à la pression internationale, voire à l'arrivée de deux nouveaux ministres des Affaires étrangères à Kinshasa et à Kigali? Plutôt la première option. Je pense que les États-Unis ont poussé vraiment l'Angola et les différents États, notamment la RDC et le Rwanda, à s'engager vers cette solution à long terme, en fait, une solution durable, parce que tout le monde est conscient que la solution durable ne sera que politique. Et donc, c'est plutôt cela qui, je pense, a fait bouger les lignes. Je ne pense pas que les ministres eux-mêmes puissent influer sur ce genre de politique. Donc, ça se décide, je pense, un cran plus haut. Est-ce que chacune des parties a intérêt à un cessez-le-feu? Ça dépend des partis dont nous parlons. Est-ce que le M23 a intérêt aujourd'hui à s'inscrire dans une logique de cessez-le-feu quand son leadership est en train d'être condamné à mort à Kinshasa? Ça, c'est quelque chose qui me semble invraisemblable. Tout comme, justement, Kinshasa, qui voit que la guerre a traversé le sud de la province du Nord Kivu et s'achemine vers Butembo et Beni, et que Kinshasa sait quand même que les Congolais rêvent de leur première victoire militaire, de renverser le rapport de force militairement avant de s'engager dans toute négociation. Donc Kinshasa non plus ne devrait pas être confortable d'y aller en position de faiblesse. Mais évidemment, la réalité politique, la réalité diplomatique est que les deux belligérants principaux, je vais dire, les deux capitales doivent avoir réalisé qu'il n'y aura pas de victoire militaire et que le plus tôt ils se rendent sur la table de négociation en passant par un cessez-le-feu sincère, le plus tôt ça sera mieux. Onesphore Sematumba, merci.